Autrefois, le forgeron avait une place centrale dans la société. Le forgeron était maréchal ferrant, mais aussi paysan. Et ici, nous avons le métier à ferrer, qu'on appelle aussi le travail ou le ferrou, pour ferrer les vaches et les bœufs. Autrefois, on utilisait les bœufs pour travailler en montagne, pour débarder le bois, déneiger les villages, et aussi pour la production laitière. D'Eugène à César Petitjean, 4 générations de forgerons maréchaux ferrants se sont succédés à la forge des Tuffonhaut. Chacun a su évoluer en fonction de l'évolution de la société, technique et savoir-faire. Eugène Petitjean était maréchal ferrant. Il a pris le métier avec son père et en 1843, il a commencé l'activité de maréchalerie ici à la forge des Tuffonhaut. Jules Petitjean a succédé à Eugène en 1877 et Jules Petitjean a construit l'atelier de Charon pour réaliser le cerclage des roues. Camille Petitjean lui a succédé en 1907. Camille était taillandier. Il a vécu la mécanisation agricole et a su rebondir face à la crise de la maréchalerie pour relancer l'activité de la forge à Étueffont. César a succédé à Camille dans les années 30, mais il se rendit bien compte qu'à cause de la crise de la maréchalerie, il serait bien difficile de vivre de la forge. Il était donc plombier chauffagiste de métier et a succédé à Camille ponctuellement sur rendez-vous pour ferrer quelques animaux ou réparer quelques outils. Et quand il prit sa retraite en 1977 de plombier chauffagiste, il arrêta l'activité de la forge ici à Étueffont-Haut. Donc nous voici dans le cœur de la forge. Vous avez ici 2 foyers qu'on appelle les nids de poules, utilisés pour allumer le feu, pour préparer le feu. Donc notre forgeron est en train d'activer un branloir utilisé pour manier le soufflet, pour produire du vent sur le foyer. Les soufflets, vous ne pouvez pas les apercevoir dans la forge ici, puisqu'ils sont dans une pièce supérieure, à l'étage, pour gagner de la place à la forge. Et c'est en fonction de la couleur de l'acier que le forgeron connaît la température et sait s'il peut le marteler sur l'enclume. On attendait d'avoir un rouge cerise pour pouvoir le marteler sur l'enclume et lui donner forme. Donc le forgeron utilise du charbon de minerai, de la houille pour la forge. Vous l'avez ici dans cette auge qui est remplie de charbon et remplie d'eau. Le charbon est humidifié pour gagner de la température en chauffe. Alors ici, vous avez un martinet qui a été confectionné par le dernier forgeron, le 4e de la lignée Petitjean. Il fonctionne à l'électricité. Ce martinet permet de travailler seul, de marteler son fer en abaissant sur la languette ici, et ce qui fait que le bras du martinet va être actionné pour battre le fer quand il est chaud. En outillage, vous avez aussi tout le râtelier de pinces et de marteaux qui permet de tenir le fer chaud avec les pinces. Et les marteaux permettent de façonner le fer, de le couper, de le poinçonner ou encore d'estampiller sa hache quand Camille Petitjean fabriquait une hache par exemple. Vous avez aussi l'enclume, l'outil indispensable au forgeron, avec le marteau. Connaissant très bien le corps de métier, je peux vous assurer que toutes les générations de forgerons ont aimé leur travail parce que sinon on ne tient pas. Ce n'est pas possible. Vous avez vu le rythme de martelage là? Il tenait ça 10 heures par jour. Si vous n'avez pas votre boulot, ce n'est pas la peine. Vous tenez 6 mois. Et encore. Vous ne passez pas l'apprentissage. Un charpentier a un métier aussi physique qu'un forgeron. Un tailleur de pierre a un métier aussi physique qu'un forgeron. Un boulanger a un métier peut-être encore plus physique qu'un forgeron. Le physique qui vient après, en faisant. Ce qu'il faut, c'est aimer modeler la matière, aimer tirer un objet d'une barre, voilà, d'une barre toute simple, on va tirer un objet qui va être plaisant, qui va être utile, qui va servir soit de décor, soit un objet utilitaire, un outil. Il faut aimer ça. Hein, si on n'aime pas ça, voilà, ça s'arrête là, c'est tout. La technique, après, elle s'apprend tout au long de sa vie. Le physique, les bras, ils viennent en maniant le marteau, et puis c'est tout. Hein.
Donc ici, nous entrons dans le deuxième atelier, accolé à la forge. Nous sommes dans l'atelier de Charron pour le cerclage et le bandage des roues. Cet atelier, c'est Jules Petitjean, le deuxième forgeron, qui l'a créé. Vous avez la maison d'habitation qui est accolée aux parties techniques et Jules Petitjean a fait le prolongement du toit des murs pour abriter cette activité de cerclage. Nous avons ici la perceuse à colonne que nous utilisons pour percer la roue et fixer le cerclage directement à la roue. Et ils ont fait également une trappe. S'ils avaient une plus grande roue, ils pouvaient aussi réaliser le travail. Cette perceuse à colonne fonctionne sur l'arbre de transmission que vous voyez au-dessus, qui fonctionne, lui, à l'électricité. Donc à partir de 1930, ils sont équipés pour percer les cerclages. Pour mesurer le périmètre de la roue, le forgeron utilise un calibre qui permet de mesurer tout le contour de la roue en bois et savoir quelle longueur de barre de fer il lui est nécessaire. Pour cintrer sa barre de fer, il utilise la machine qui est ici, qu'on appelle cintreuse. Une barre de fer plate est installée. On actionne la cintreuse et la barre ressort courbée de l'autre extrémité. Il fallait faire la soudure des deux extrémités pour avoir un cerclage d'un tenant comme nous avons ici. Donc directement accolé aux parties techniques, nous avons la cuisine dans la maison d'habitation de 1769. Le banc de baquet utilisé pour la vaisselle et pour l'eau domestique. Le baquet ici pour la toilette, mais aussi pour le linge de maison. Et vous avez bien sûr la cuisinière à bois pour la ménagère, outil indispensable dans une cuisine qui était le domaine privilégié des femmes. Le gaufrier avait son emplacement intégré directement dans la cuisinière à bois, comme on le voit ici. Donc, juste à côté de la cuisine, nous entrons dans la salle à manger que l'on appelait aussi le poêle. Cet espace était destiné à faire les veillées et à passer les soirées en famille. À la fin du 19e siècle, cette salle à manger a été transformée en café. On appelait ça le lavoir des hommes. Il y avait beaucoup de causeries très politiques et ça permettait de faire des affaires pendant que le forgeron était au travail. Alors on a cette fontaine absinthe qui témoigne de cette activité de café et aussi le placard mural que vous voyez ici avec bon nombre de verres. Donc en quittant la salle à manger, nous traversons le couloir principal de l'habitation pour accéder dans cette première chambre qui était la chambre de César quand il était jeune homme. Donc généralement, quand les fils se mariaient, ils prenaient la succession du père. Et donc ici, c'était sa chambre de jeune homme. Vous avez la garde-robe, le mobilier très sommaire avec un lit en fer moulé et des trappes pour déverser les pommes de terre, une ici sous la garde-robe et une devant la fenêtre. En montant à l'étage, nous nous retrouvons dans les parties privées de la famille Petitjean. Ici, nous nous retrouvons dans la chambre des parents. Vous avez le lit qu'on appelle lit de coin, qui a une première partie qui est ouvragée et de l'autre côté, le bois est brut. Vous avez aussi le coin pour le bébé, les enfants en bas âge, avec le berceau et quelques jouets pour apprendre à compter comme le boulier ou encore des puzzles en cubes. Nous avons une trappe dans cette chambre qui permettait de faire le chauffage d'appoint. On est positionné juste au-dessus du fourneau de la salle à manger, ce qui fait que la chaleur produite par le poêle passait par la trappe pour chauffer notre pièce à l'étage. Nous avons ici un cadre de mariée qui rappelle que la robe de mariée était noire à une certaine époque. Pour des raisons économiques, les dames s'habillaient en noir pour leur mariage pour réutiliser leur robe au quotidien. On portait le deuil très souvent et la robe en noir était donc très utilisée. À l'étage, nous avons aussi l'atelier de repasseuse. La femme du forgeron était repasseuse publique. Quand les dames se mariaient à l'époque, elles arrêtaient leur métier pour s'occuper de la famille, faire les travaux des champs. Avec la mécanisation agricole, la crise de la maréchalerie en 1930, elle a repris cette activité pour subvenir un peu plus aux besoins de la famille. Donc vous avez ici une cloche à platine qui permet de chauffer jusqu'à 8 platines en même temps, ce qui permettait d'avoir une cadence de travail pour faire le repassage. Un fer à tuyauter pour faire les plis. Il fallait amidonner le tissu pour
que le tissu garde la forme du fer quand on allait pouvoir le plisser sur le tissu. Et on a le travail de la couturière, avec par exemple de la broderie. Avec des tampons, on appliquait dans l'encrier pour le repasser sur le tissu pour faire le dessin du tampon. Et avec le fil et l'aiguille, on repassait sur le dessin pour préparer à la broderie. Les jeunes femmes de 15 ans devaient penser au mariage et préparer leur trousseau en choisissant leurs plus beaux motifs. Les clients déposaient leur linge dans le panier prévu à cet effet en bas de l'escalier, le linge délicat et le linge de cérémonie. Autrefois, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Lorsque le forgeron cessait son activité, son fils prenait alors la relève. Jules Petitjean avait ici son appartement, mais surveillait tout de même l'activité de son fils grâce à la fenêtre que nous avons ici, qui donne sur l'atelier de Charron. Dans sa chambre, Jules Petitjean pouvait bien se chauffer avec ce fourneau et le corps qui permet de diffuser davantage la chaleur, sans oublier les chauffeuses, les premières bouillottes qui permettaient de réchauffer le lit. Pour se soigner, nous avons des ventouses utilisées pour décongestionner, faire baisser la fièvre, la température. On allumait une mèche de coton qu'on mettait dans la ventouse. Une fois que la ventouse était chaude, on l'appliquait sur la peau et le sang en contact de la ventouse remontait à la surface pour faire descendre la température. Ici, le coin pour se laver avec la table de toilette, un fer à friser les cheveux, mais aussi à friser les moustaches, sans oublier le coupe-chou, rasoir indispensable de l'époque. Donc nous accédons ici au deuxième étage et nous voici dans le grenier, lieu de stockage et de séchage du bois, mais aussi du linge. La femme du forgeron remontait son linge au grenier pour le faire sécher. Comme vous le voyez ici, les passes à linge étaient faites maison. Nous stockions aussi le bois, fagots et charbonnettes, ainsi que les graines. Le coffre à grains permettait de protéger les céréales, blé, avoine ou seigle des rongeurs. Les rongeurs étaient piégés avec ce genre de piège que vous voyez ici. Au grenier, on conservait tout, même les objets les plus usés, on pouvait les réutiliser pour les recycler. Autrefois, on utilisait le torchis pour l'isolation des murs. Donc vous avez un lassage de branches, des végétaux et de la terre. Nous accédons maintenant aux parties agricoles. Les forgerons étaient aussi paysans. Cet espace que vous voyez là s'appelle le perchis. Imaginez qu'il y avait du foin jusque sous les tuiles. Très souvent, le paysan faisait aussi ses propres sabots. Vous avez donc l'outillage du sabotier, des ébauches de sabots. Le forgeron paysan complétait aussi ses revenus grâce à l'élevage. L'élevage représentait une part importante de son revenu, jusqu'à 20%. Vous avez ici le coin pour la traite et des écrémeuses et des barattes pour la production laitière. On pouvait donc faire notre crème et faire le lait et le beurre. C'est grâce à César Petitjean, dernier forgeron de la lignée, que nous pouvons visiter le musée aujourd'hui. Il a souhaité conserver son patrimoine, son outillage, et en a fait don à la mairie d'Étueffont pour que le musée soit inauguré en 1981.